Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. On est ensemble pour le 10h midi et on va commenter l'actualité dominée par le résultat de ces régionales où vous n'êtes pas allé voter massivement, mais on peut quand même en tirer quelques enseignements avec aujourd'hui pour débattre Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, bonjour. Bonjour tout le monde. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, bonjour. Et Mehdi Ouraoui, essayiste et spécialiste du discours politique, donc spécial régional, bonjour. Abstention, retour de l'ancien monde, LREM, RN, LFI, grand perdant. Peut-on faire réellement des projections pour l'élection présidentielle? Et puis le match des LR a-t-il commencé? On évoquera tous ces sujets avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention, Sophie. Coup de cœur? Ah oui, coup de cœur. J'ai un coup de cœur, figurez-vous, parce que justice est en train d'être faite, enfin. Vous vous souvenez de Omar Mathieu, cette horrible histoire de Madame Marshall assassinée, torturée, et la soi-disant inscription avec la faute d'orthographe, qui était une inscription avec du sang. Et il y a eu à l'époque un comité de soutien avec Jean-Marie Roy, Vladimir Dormesson, avec plein. Il a écrit un bouquin qui est La construction d'un coupable, Jean-Marie Roy. Et pour ce bouquin, il a eu une attaque en diffamation après le procès avec 100 000 € d'amende. Soit. Mais je trouve ça très très courageux qu'il y ait eu des gens qui disent c'est pas possible, la justice se trompe. Il y avait vraiment, à la limite, je pense, des magouilles, je sais pas où, mais il y avait des magouilles. Et aujourd'hui, les progrès de la science ont fait qu'on a trouvé un ADN qui avait rien à voir avec le jardinier. On s'est rendu compte maintenant qu'elle ne pouvait pas avoir écrit ça, étant donné qu'elle avait été torturée avec des coups de couteau. On sait en fait qui est l'assassin, mais je ne vous le dirai pas. Ah bon? Non, je peux pas. Et en fait, il y avait des histoires de comptes en Suisse, des histoires de famille, etc. C'est une histoire horrible. Et il faut se féliciter parce que quand même, il y a la révision du procès. Il y a eu la loi sur les révisions des procès qui a été votée à l'Assemblée nationale en 2014, qui change tout. C'est une révolution. Et voilà, c'est bien de savoir que quand même... révision du procès, il va y avoir un nouveau procès. Oui, mais enfin bon. Alors là, excusez-moi, le type qui soi-disant avait fait écrire Omar Mathieu, qui d'ailleurs avait été gracié par Jacques Chirac, mais qui a fait 7 ans de prison. Voilà, enfin il y a une chance sur 1000 qu'on le recondamne. Bon, en tout cas... Et donc hommage à tous ceux qui l'ont défendu et qui se battent, parce que c'est l'honneur de la justice française. Et Jean-Marie Roy a écrit un livre tout à fait intéressant et passionnant sur le sujet. Mehdi Ouraoui, c'est un coup de gueule. Alors pour le coup, un coup de gueule qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de Sophie. Mais non, mais c'est fait aussi pour ça, ce tour de table, pour nous ouvrir sur des sujets qu'on aurait peut-être. Et alors une information, une information qui est passée un peu inaperçue, mais qui est extrêmement préoccupante, qui est la chute en fait du nombre de thèses soutenues l'année dernière. Alors on peut se dire finalement, bon, c'est le Covid, etc. Il y avait l'impossibilité d'être en présentiel, comme on dit, d'être physiquement présent évidemment dans les soutenances de thèses, etc. Et puis bon, les difficultés des doctorants qui pourraient amener à des reports de thèses à l'université dans leur recherche. Et en fait, il y a quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de hausse mécanique qui correspond à ces abandons, de réinscription mécanique. On dit qu'il y a à peu près 15% de thèses qui ont été soutenues en moins par rapport aux autres années. Il n'y a pas 15% d'inscriptions en plus cette année, comme si c'était un report ou comme si les gens avaient pris un an pour pouvoir soutenir leur thèse correctement après une année Covid. Et donc, ce qui est très inquiétant, c'est que probablement, il y a une partie qui a abandonné, une partie qui reporte, heureusement, qui n'est pas dans l'abandon, mais on voit aussi une baisse du nombre d'inscriptions dans certaines disciplines qui sont un peu moins financées, par exemple. Je pense aux sciences humaines et sociales, etc. Et donc, en fait, on a affaire à des décrocheurs, entre guillemets, de luxe, enfin, des décrocheurs de haut niveau, disons, comme on a affaire à des décrocheurs dans les petites classes, au primaire, au début du collège, etc. Et donc le Covid en fait a un effet quand même extrêmement préoccupant sur notre éducation et notre recherche. C'est qu'on a à la fois des gamins qui sont en décrochage dans les petites classes, etc. On l'a bien vu, qui ont eu beaucoup de mal à suivre l'école à la maison, à suivre l'école à distance, etc. Donc ça, c'est compréhensible pour les petits. Mais on a aussi un risque sur notre recherche
qui est quand même, pardon, mais enfin, a fortiori en période de Covid, quand même extrêmement importante, puis en termes de compétitivité, et puis en termes évidemment de mondialisation, qu'on n'a pas forcément vu, qui est en train de passer un peu dans les trous de la raquette, qui est un peu un angle mort de notre réflexion. On a tous beaucoup parlé, évidemment, des artistes qui étaient à l'arrêt, des restaurants qui étaient à l'arrêt, de un peu tout le pays qui est à l'arrêt, mais on a assez peu parlé de la recherche. Et dans les années qui viennent, on peut avoir de très mauvaises surprises si on ne fait pas un très gros effort pour ramener ces jeunes, qui sont des jeunes entre 18 et 25, 27 ans, parce que parfois c'est assez long une thèse, et qui sont très très impactés par le Covid là depuis 1 an et demi. Et vous savez, comme énormément de boîtes, alors je comprends très bien que votre sujet soit majeur, mais je veux dire, on est là en train de jurer que le télétravail c'est la merveille des merveilles. C'est très très mauvais, c'est insinueux, ça a fait des décrochages. Ce sera un problème aussi pour les boîtes, bien sûr. Oui, un vrai problème. Allez, on s'interrompt tout petit instant, c'est l'heure du journal et on se retrouve après pour commenter les régionales et puis le coup de cœur de Virginie Leguet et le coup de gueule de Nicolas Corato. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. On est ensemble sur Sud Radio pour le 10h midi, évidemment, spéciale élection régionale avec vous, avec nos débatteurs aujourd'hui, Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Évidemment, l'abstention, le retour de l'ancien monde. Tous les présidents de région ont été réélus, La République En Marche, le RN, la LFI, les grands perdants. Les jeux sont ouverts pour 2022. Et puis évidemment, à droite, que va-t-il se passer? Tous ces sujets avec vous. Continuons notre tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Virginie, vous, c'est un coup de cœur? Oui, j'ai été très émue par le procès de Valérie Bacot la semaine dernière. 5 jours très riches en émotions et un verdict qui franchement m'a semblé d'une humanité dont la justice n'est pas toujours le symbole. Je rappelle l'histoire, mais peut-être que tout le monde la connaît, de Valérie Bacot. Elle a été violée à partir de 11 ans par celui qui à l'époque était le compagnon de sa mère, qui est devenu son mari et le père de ses 4 enfants. Elle a été torturée. Et finalement prostituée pendant les 14 dernières années de la vie de celui qu'elle a tué en 2016, après 25 ans de sévices de toutes sortes. Et toute cette histoire a été racontée pendant les 5 jours du procès, et elle a finalement été condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et comme elle venait d'accomplir, enfin de faire 1 an de prison en préventive, elle est ressortie libre. Et pardon, j'en viens à mon véritable coup de cœur. Elle a dit cette phrase qui, moi, franchement, m'a beaucoup bouleversée. Elle a dit « Merci de m'avoir écoutée », comme si c'était la première fois de sa vie entière qu'elle était écoutée. Et elle était tellement persuadée de retourner en prison qu'elle avait déjà préparé sa valise, qu'elle avait organisé la vie de ses enfants pendant une période qu'elle pensait devoir durer 10 à 15 ans. Elle a des enfants majeurs, mais elle a une dernière qui est petite. Et elle était persuadée que parce qu'elle avait commis une faute, parce que tuer quelqu'un est une faute, et elle irait en prison. Et elle était tellement surprise, tellement bouleversée par ce qui s'est passé, l'écoute effectivement dont elle a bénéficié, et puis la justice qui lui a dit « Madame, vous allez ressortir libre de ce tribunal, on vous souhaite de retrouver la sérénité ». Et donc je pense à elle depuis et je me dis, j'espère que, parce qu'elle a eu des malaises, elle est ressortie, elle était tenue à bout de bras par ses 2 avocats, et je pense à elle depuis vendredi soir, et je me dis comment elle se réveille, qu'est-ce qu'elle pense, comment vit-elle cette vie finalement aujourd'hui qui s'ouvre à elle. Elle a 40 ou 41 ans, je crois. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle a... Et le choc, d'ailleurs, perdure souvent. Oui, voilà. Elle a fait 1 an de détention provisoire, et donc le verdict a permis qu'elle soit condamnée. Vous allez ressortir comment libre, ça peut durer comme ça? Vous allez ressortir libre. Par ailleurs, c'est vraiment c'est un des éléments un peu fous de cette affaire, c'est qu'elle a fait 1 an de provisoire. Alors évidemment, elle a tué un homme, ce qui est toujours grave. Et Daniel Paulette, qui était son mari. Voilà. Et c'est normal que la justice regarde, mais en réalité, quand on lit... Bien sûr. Alors moi, d'ailleurs, je vous invite à lire les comptes rendus qui sont écrits comme presque comme un roman, tellement c'est bien écrit par Pascal Robert-Diard. Dans Le Monde. Qui mérite d'être cité dans Le Monde. Et la vie de cette femme est un martyr, est un calvaire complet.
où elle est violée dès son plus jeune âge par son frère. Sa mère était une espèce de monstre. Comment ça peut durer des trucs comme ça? Comment même son mari, parce que son mari en fait était le mari de sa mère. Exactement, le compagnon de sa mère. Le compagnon de sa mère précédemment, et sa mère à l'audience est un monstre. Monstre absolu de froideur, de dureté. Sachant que quand même le type est allé en prison et que en réalité elle emmenait sa fille en prison alors qu'il avait été condamné pour le viol de la gamine. Non. Et il est revenu dans le domicile conjugal et il a repris ses viols comme si de rien n'était. Exactement. Et donc en fait, alors au-delà évidemment de l'émotion, etc., il y a quand même une question derrière qui est quand même grave. Sur les dysfonctionnements de la société. Oui. Exactement. C'est que comment on a pu en arriver là, parce que le type non seulement évidemment l'a violée, il l'a prostituée. Elle a réagi notamment parce qu'il allait s'en prendre à sa fille à la fin, donc la 3e génération. Oui, il a demandé à sa fille, à sa dernière fille, comment elle était sexuellement et si elle avait ses règles. Sous-entendu, est-ce que maintenant tu es prête? C'est ce qui a été le déclencheur. Attention, et je veux pas faire dans le sensationnalisme, mais attention, accrochez-vous bien, parce que c'est quand même, les gens qui nous écoutent peuvent être choqués. C'est que en plus, lui-même violait une de ses sœurs. Exactement. Et que sa propre famille, la famille du type qui a été tué, donc, a dit. Pour nous, ce procès où Valérie Bacot peut être non pas innocentée, mais jugée moins sévèrement que ce qu'elle aurait pu être, pour nous, c'est une libération. Ça peut être une réparation pour nous aussi, tellement le type était un monstre. Et donc, quand même, la question qui se pose, c'est comment, pendant plusieurs générations, pendant quoi, 40, 50 ans Le tout a duré 25 ans. On a laissé, oui, mais il y avait avant, il avait sa propre famille et ses sœurs qui terrorisaient. Voilà, bon. C'est vrai. On se dit, mais comment les services sociaux et comment la société en général a pu laisser quand même ça, plusieurs générations de femmes, d'hommes aussi, des frères, etc., qui étaient battus. Le type, c'est le détail, désolé, c'est la cerise sur le gâteau, le type battait tellement son père que le père s'est pendu. De désespoir. Et donc, on a quasiment 4 générations détruites comme ça, sans que, à un moment donné, la société était capable de dire stop. Voilà. Et donc le verdict sur cette femme et nous soulage évidemment et nous émeut, mais quand même derrière, il y a quand même une tragédie sur 4 générations qui est quand même terrifiante en termes d'inaction de la société. D'autant qu'elle est allée, ses enfants sont allés essayer de porter plainte à 2 reprises et que ça n'a jamais abouti. C'est bien le problème. Moi, je voulais juste aussi signaler un tweet de Yael Meloul, qui est une avocate qu'on connaît bien sur Sud Radio, et qui ce week-end a dit « Parce que je ne peux plus me taire après des longs mois de silence », elle raconte comment elle a copiloté un groupe de travail emprise et violences psychologiques depuis le Grenelle des violences mises en place par Marlène Schiappa. Des mesures importantes ont été retenues de son travail, l'introduction dans le code pénal de l'emprise, la création de nouvelles circonstances aggravantes du harcèlement moral, le suicide et la tentative de suicide punie de 10 ans. Eh bien, elle n'a plus aucune nouvelle, ni de Marlène Schiappa, ni d'Adrien Taquet. Tout ce travail a été fait bénévolement et depuis... plus rien. Donc c'est comme ça qu'on traite les experts, les gens qui participent. Non, c'est pas comme ça qu'on traite les experts, c'est le problème de l'État. On ne le dira jamais assez. Vous démarrez quoi que ce soit, on a travaillé avec la ministre des Handicapés qui est partie en campagne électorale. Ça fait 1 an et demi qu'il y a des boîtes qui engagent des handicapés. On devait faire. C'est fini. Ils vous reçoivent pour de la com. L'État ne va pas au bout. L'administration bloque. Ça prend un temps inimaginable et c'est partout pareil. Elle dit depuis le mois de septembre 2020, aucune de mes demandes de rendez-vous, aucune de mes demandes visant à faire appliquer les mesures de mon groupe de travail n'a abouti. Le silence. Je n'ai eu que le silence comme réponse, comme si le traitement des violences conjugales était laissé totalement à l'abandon. Donc ça veut dire qu'on monte des groupes, qu'il y a des gens comme Yael Meloul qui s'impliquent, qui font des choses, très bien ces questions-là. On le fait à éthique, absolument. Elle dit tout le travail que j'ai effectué a été fait bénévolement, ce qui, on en conviendra, est loin d'un esprit féministe. Je ne peux plus me taire, des vies sont en danger, absolument rien n'est fait. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas voté. Je vais aller plus loin. L'État, parce qu'il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils en ont pas ras-le-bol de l'État dans son ensemble? On n'y croit plus, il ne se passe rien. Je pense que ça pourrait être un point positif et que ça, il faudrait qu'il pose la question. Nicolas Coraton, on vous a pas entendu, vous êtes...
J'allais dire que jusqu'à la dernière phrase de Sophie de Menton, j'allais dire que ce matin, j'étais d'accord avec tout avec Sophie de Menton. Ce qui me rassure et m'inquiète à la fois, mais ce qui peut me rassurer. Voilà. Tout le monde est atterré dès qu'on est d'accord avec moi, c'est inquiétant. Non, c'est bien, moi j'aime bien être d'accord avec vous. Le sujet de l'État, il est central, notamment dans l'affaire dont on parle. Il a fallu quand même qu'on tue un homme pour en finir avec, effectivement, comme le disait M. Waroui, pratiquement 4 générations d'horreur. Ça pose vraiment la question de la capacité de nos services publics, quels qu'ils soient, de l'État ou des collectivités locales, voire même des associations qui sont aussi subventionnées par les fonds publics, d'agir auprès de ces familles. Après, c'est vrai que le secret des familles, c'est quelque chose de très fort. Hein. De cette horrible affaire jusqu'à l'affaire Duhamel, on voit à quel point la force du secret est quelque chose qui s'ancre fortement dans les familles. Donc, il ne faut pas demander tout à l'État, mais on peut en attendre un minimum. Et notamment, on le voit dans les affaires, et le lien que vous faisiez avec Yael Mehoul est très intéressant, dans les affaires de violence conjugale, dans les affaires de violence intrafamiliale, on voit à quel point on a besoin d'un plan de rattrapage des services publics de l'État, notamment de la formation. On n'a pas besoin de plus de policiers ou de plus d'assistantes sociales. Non. On a besoin de mieux les former, de mieux les sensibiliser à ce qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire essayer de ressentir, d'anticiper, de découvrir ce qu'il y a derrière l'expression des victimes qui ne se présentent pas comme des victimes, souvent qui refusent de le faire. Voilà. Ouais. Alors je voulais simplement... C'est un vrai sujet, et c'est vrai que vous avez raison sur l'aspect communication. Moi, je suis très inquiet de tous ces groupes de travail, mais il n'y a pas que celui-là, qui ont été lancés sur l'inceste, sur la présomption d'innocence, sur plein de... et qui ne débouche sur aucune action concrète. Oui. Effectivement, on amuse la galerie, on fait volter les experts de groupe en groupe, et au final, il y a très peu d'actions concrètes. Je voulais quand même modérer pour une fois vos propos. Pour une fois, franchement, il y a des dossiers qui ont avancé, notamment sur ces questions-là. Je rappelle que l'éloignement du conjoint violent, qui jusqu'à présent n'était jamais mis en œuvre, maintenant existe. Je rappelle qu'il y a des... ça marche. Il y a bien sûr que ça marche. Et que c'était réclamé. Ne parlez pas de ce dont vous ne connaissez pas. Ça marche très bien. J'ai un exemple. Attendez, je voudrais terminer ma phrase si vous m'y autorisez. Que ça marche extrêmement bien et que ça n'avait jamais été mis en œuvre jusqu'à maintenant. Je rappelle que maintenant, il y a des téléphones grave danger dont effectivement le nombre est largement insuffisant, qu'il y a des bracelets anti-rapprochement dont effectivement le nombre est aussi très insuffisant. Mais malgré tout, ce sont des mesures qui étaient réclamées depuis des années par les associations, qui sont enfin un tout petit peu mise en œuvre, qui mériterait plus de budget, plus de dynamisme et plus d'efficacité. Mais c'est vrai que souvent ces mesures-là se heurtent à la totale impréparation des forces de l'ordre, qui, quand elles voient des femmes débarquer dans les commissariats, ne savent pas quoi en faire. Il y a encore une proportion écrasante. Il y a une proportion écrasante de plaintes qui n'aboutissent pas. Vous ne pouvez pas dire que l'éloignement ne fonctionne pas. Luc Frémiot l'a pratiqué. Parce que j'ai un exemple. Mais un exemple n'est pas une règle. Vous ne pouvez pas dire ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas très bien. Ça a été demandé depuis 20 ans et c'est très important. Non, je ne vous parle pas des bracelets électroniques, je vous parle de ce que, je le dis à chaque fois, Luc Frémiot, je vous conseille de lire ses livres. Exactement. Procureur Adouet a mis en place, c'est-à-dire retirer le conjoint violent, le mettre dans un milieu différent, l'envoyer chez Emmaüs, l'envoyer dans des foyers pour hommes. Et ce choc psychologique fait qu'il y a très peu de récidives. Et ça a marché. Ça fait 20 ans qu'il explique ça. 5% de récidives. 5% de récidives. Et pardon, avant les femmes ne voulaient pas porter plainte parce qu'elles ne voulaient pas être séparées de leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est le conjoint violent. Ça, c'est génial. Aujourd'hui, c'est le conjoint violent qui part de chez lui et qui permet à la femme violentée de rester chez elle avec ses enfants. Allez, on va revenir dans un instant. Nicolas, ce sera votre coup de gueule. Et puis, on parlera des régionales. Et avec Emmanuel Macron, c'est un auditeur qui me le signale à l'instant, qui vient de féliciter Xavier Bertrand. Alors là, franchement, les bras m'en tombent. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi, on a pris un petit peu de temps mais ça valait le coup. Juste une précision, ce n'est pas un cas, le cas de Luc Frémiot, c'est un procureur général qui a travaillé de nombreuses années et qui a beaucoup œuvré pour les mesures qui ont été prises. Exactement. Donc voilà, et quant au Covid, on me reproche cette phrase, un cas n'est pas une généralité. Quant au Covid, je pense qu'il y a un certain nombre de vaccinés qui font que la vaccination ne concerne pas une personne. Alors Nicolas, justement, vous vouliez faire un coup de gueule à propos
propos de la vaccination, qui va évidemment plaire à un certain nombre de nos auditeurs. Je vais moi aussi énerver un certain nombre de vos auditeurs. Bon, d'abord, allez vous faire vacciner. C'est un geste civique. C'est comme d'aller voter finalement. Voilà. Alors on est tranquille là. Alors oui, je sais bien, mais on peut contacter peut-être une baisse du civisme dans ce pays. Il y aurait une étude à faire. Je referme la parenthèse. On va peut-être la rouvrir tout à l'heure. Non, je voulais parler moi des tests. Parce que depuis que la vaccination a quand même pris son ampleur en France, on a l'impression, et que les chiffres sont plutôt bons sur l'épidémie, on a l'impression que l'épidémie est derrière nous, mais il y a quand même ce variant anglais, ce variant indien, ce fameux variant Delta, qui fait des dégâts pas si loin de chez nous. Je voulais un petit coup de gueule sur l'information que donne le gouvernement et qui me semble parfois un peu incomplète. Moi, plutôt que des spots de publicité où tout le monde se tombe dans les bras, avec beaucoup de guimauve et de très belle musique, j'aimerais un peu d'informations concrètes, notamment celle-ci. Moi, j'ai compris en lisant, parce que je ne suis pas ni médecin ni épidémiologiste, mais j'ai compris qu'en étant moi vacciné, je pouvais toujours non seulement contracter le Covid, et notamment ce fameux variant Delta, sous une forme mais légère. Également... Sous une forme, oui, mais bien sûr, mais également le transmettre. Oui. Et je le dis donc parce que plusieurs médecins me l'ont conseillé, notamment pour tous ceux qui travaillent dans des milieux où ils croisent beaucoup de monde, il est toujours recommandé de continuer à se tester régulièrement pour vérifier si vous n'êtes pas porteur du virus et éviter de le transmettre à des gens qui ne seraient pas vaccinés, notamment si vous êtes en contact avec des personnes qui sont à risque et qui ne seraient pas vaccinées. Oui, elles ont que se faire vacciner aussi, les personnes à risque. Oui, mais je le sais bien, mais il faut faire avec la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que cette information qui me semble importante n'est pas relayée par le gouvernement, et je pense que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on doit s'exonérer de tests. Je rappelle que les derniers chiffres qui remontent, notamment d'Angleterre ou ailleurs, montrent qu'il y a beaucoup de gens vaccinés qui deviennent porteurs et qui sont atteints du virus sous sa forme variante indienne. D'après les chiffres dont on a à disposition, ils ne développent pas ou très peu de formes graves. Donc le vaccin protège contre les formes graves, mais nous restons des porteurs potentiels de ce virus qui pourrait affecter des personnes non vaccinées. Donc, allez vous faire vacciner. Et deux, pour ceux qui sont vaccinés, soyez doublement civiques. Vous êtes fait vacciner et puis peut-être parfois vous testez quand vous avez le moindre doute. Oui, mais Nicolas, c'est un peu le problème, c'est que là, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que et c'est en partie pour ça d'ailleurs que un certain nombre de gens qui traditionnellement sont plutôt très civiques, sont des citoyens très appliqués, commencent un peu à baisser les bras. C'est ce que j'allais dire. C'est que ça suffit les enfants gâtés. C'est-à-dire que ça suffit les enfants gâtés. On ne va pas porter un triple masque à un moment donné parce que des gens refusent d'aller se faire vacciner par confort, par caprice, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'au lieu d'écouter des gens qui ont fait 12 ans de médine, qui ont travaillé pendant des décennies... Nous sommes d'accord, Mehdi. Non, mais je sais, Nicolas, mais on ne va pas rendre le vote obligatoire non plus. Non, mais il y a une différence entre le vote et le vaccin, c'est que quand même, on risque pas sa vie quand on va pas voter. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La politique, ça a une influence sur la vie, Mehdi. Non. Je voulais juste un crash démocratique. On en parlera pour les régionales. C'est que justement la différence, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant d'abstention. On en parlera plus tard. C'est que les gens ont la tête à autre chose et ont la tête à des questions. Pas que. Moi, je crois pas du tout. On la tête à notamment des questions plus importantes qui s'appellent les questions de vie ou de mort. Voilà, c'est de perdre des proches, d'avoir des gens en soins intensifs dans ses proches, d'avoir des gens dans ses proches qui ne peuvent pas se faire opérer parce qu'il y a du Covid partout, etc. Et donc, à un moment donné, il faut dire aux gens la vérité. Moi, le problème que j'ai en termes de communication, Nicolas, et c'est là-dessus que je termine, c'est que le gouvernement ne dit pas la vérité aux gens. Et la vérité, c'est quoi ? C'est que nous allons être reconfinés. Non. Et je le dis. Non, je pense que les gens ne voudront pas se reconfiner pour des gens qui n'ont pas voulu du vaccin. Mais c'est là-dessus, Valérie, que nous avons un énorme problème civique. C'est que nous allons devoir collectivement être reconfinés à cause de gens qui sont des gens de pays riches, confortables, capricieux, qui ont accès en permanence à un bon système de santé et qui donc se permettent comme ça le petit caprice de ne pas aller se faire vacciner. Et donc nous allons collectivement... Alors je voudrais juste rajouter un petit mot. Il est parfaitement vrai. Et je pense que ce sera un énorme problème. Et je pense que ce sera un énorme problème d'affrontement entre nous, entre les uns et les autres, parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites, Valérie. C'est-à-dire que les gens qui ont fait leur devoir de se faire vacciner et d'être prudents et de porter le masque, etc., n'accepteront pas de voir leur vie à nouveau complètement chamboulée, voire brisée
pour certains, professionnellement, quand on ferme son restaurant, etc. Parce que des gens ont fait les enfants gâtés de la bonne santé d'un pays riche occidental. Voilà. Alors Virginie, je voulais simplement faire une remarque. Il est parfaitement vrai que les personnes non vaccinées prennent en otage tous ceux qui se sont fait vacciner et prennent collectivement le risque de refaire circuler le virus. C'est parfaitement exact et je suis tout à fait d'accord avec cette position. Et il est parfaitement vrai que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons diverses et souvent d'ailleurs assez farfelues, pour ne pas dire plus, se contentent de se faire dépister régulièrement, pensant que... Même pas. Oui. Et je voulais simplement attirer votre attention sur ce qui a été préconisé ce matin par l'Académie de médecine, je crois, qui était de rendre les tests payants pour éviter justement ces tests de confort que font ceux qui ne sont pas vaccinés et qui considèrent que ça suffit, qu'il leur suffit pour voyager de se faire tester et qu'en aucun cas ils sont obligés de se faire vacciner. Donc il y a une incitation supplémentaire qui a été faite ce matin, je ne sais pas si ça va aboutir, pour pousser les gens à se faire vacciner avec la perspective de rendre les tests payants. Alors je trouve que c'est une très bonne idée. Je voudrais ajouter une petite chose. J'ai pas entendu votre réponse, Sophie. Oui, allez-y Sophie. Oui, juste une toute petite chose. Je voudrais dire que quand on donne ces arguments qui sont réels, consistant à dire que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut pas faire attention parce qu'on est porteur de virus, etc. C'est ce que vous opposent tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui, on a plein de gens qui réagissent là-dessus, mais il faut leur dire. Alors justement, il faut faire une campagne en disant la vaccination est utile parce que vous êtes d'abord très peu contagieux. Si vous l'êtes, la personne qui sera contaminée le sera extrêmement faiblement. J'en ai eu le cas dans ma famille, vaccinée depuis 4 semaines. Elle a toussé 3 fois, elle avait le Covid. Et donc oui, attention à ces arguments en disant que c'est quand même, ça sert à rien. Voilà, c'est ce qu'opposent tous les réfractaires au vaccin. Et enfin, dernier point, il y a un moment où on rend la vaccination obligatoire, on ne va pas se bousiller. Je vais vous lire une phrase d'un médecin qui dit: quoi que vous fassiez un jour dans votre vie, vous aurez soit le Covid, soit le vaccin contre le Covid. Pesez juste le pour et le contre à titre personnel pour vos proches ou la société. Ça veut dire que réfléchissez bien, vous qui êtes en train de nous insulter sur Facebook, c'est qu'en septembre, soit vous aurez eu le vaccin et vous aurez peut-être le Covid, mais sous une forme assez légère, soit vous n'aurez pas été vacciné et vous attraperez le Covid. C'est ce qu'a expliqué aussi Bruno Lina, l'épidémiologiste. Quant à ce qui se passe en Israël et dans d'autres pays, les gens ne vont pas à l'hôpital, ne sont plus hospitalisés en réanimation. Donc le vaccin est une réelle protection. Donc voilà. Après, donc soit vous aurez été vacciné et vous ne tomberez pas malade, ou très peu, soit vous aurez le vaccin. Il y a un jeune homme qui a 45 ans, qui en est à son 72e jour d'hôpital parce qu'il a eu le Covid, qu'il est resté 9 jours en réanimation, qu'aujourd'hui il ne peut plus se servir de ses pieds parce que la réanimation a eu des conséquences très graves. Donc c'est pas forcément que le... Il y a des Covid longs, on le dira jamais assez. Voilà. Mais même pour les jeunes. Et ceux qui meurent aujourd'hui encore, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Je préfère le dire à tout le monde. Si vous ne vous vaccinez pas, vous prenez votre responsabilité pour vous-même et vous risquez effectivement d'attraper des formes sévères. Mais vous pouvez aussi transmettre le virus à d'autres qui, eux, peuvent en mourir. Absolument, des personnes âgées. Non, je suis pas d'accord. En Israël, vaccination et beaucoup de cas de variants indiens et Delta. Encore une fois, hier, 95% d'efficacité contre le variant Delta pour ceux qui ont été vaccinés Pfizer. Et... Allez, eh bien, vous pouvez dire ça. J'aurai ni le Covid ni le vaccin. Eh bien, écoutez, on en reparlera. Rendez-vous en septembre. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler des régionales. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Allez, on va parler des régionales. Abstention, La République En Marche, RN, les grands perdants et les filles aussi. Les jeux sont ouverts pour 2022. Peut-être un commentaire les uns et les autres sur cette élection régionale. Abstention massive, 66%, 66,7% au premier tour. Le RN, dont on disait qu'il pouvait gagner une ou plusieurs régions, n'a finalement rien gagné. Le Front républicain a fonctionné en PACA. Virginie Leguet, votre analyse, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette élection, la Bérésina pour La République En Marche? Je ferai 3 toutes petites observations. J'ai été frappée par le paradoxe d'une gauche et d'une droite qui n'arrivent pas à être audibles sur le plan national et qui ont tous été reconduits dans les exécutifs régionaux dont ils avaient la présidence. J'ai été extrêmement frappée par la
désaffection, pardonnez-moi, des électeurs du Rassemblement national qui en général se mobilisent, qui avaient commencé déjà à faire un petit peu la grève du vote au moment des municipales et qui là se sont très largement abstenus et peut-être, j'avancerai une forme d'explication, que la banalisation de Marine Le Pen et le fait qu'une partie des électeurs du Rassemblement national la juge finalement faisant partie intégrante du système, a éloigné d'elle un certain nombre d'électeurs qui attendaient d'elle des positions beaucoup plus tranchantes. Et puis j'ai été extrêmement frappée, et j'en terminerai, par l'échec total des stratégies initiées par La République En Marche, et là je parle des 5 ministres envoyés dans les Hauts-de-France. Je rappelle que la liste conduite par Laurent Pietraszewski n'a pas franchi la barre des 10%, qu'elle n'était pas promis à la franchir, qu'elle n'a pas bougé d'un iota malgré les 5 ministres. Et je trouve presque vertigineux de voir qu'au bout de 4 ans de pouvoir, Emmanuel Macron finalement est à lui tout seul En Marche. Il est la marque d'En Marche qui n'a pas de parti, qui n'a pas de militants, qui n'a pas d'implantation locale, et je trouve ça tout à fait inquiétant. Ce qui s'est passé en 2017, certes, est un peu dû à tout un tas de circonstances et peut-être à la fragilité des grandes familles politiques qui jusqu'à présent ont dominé la Ve République, mais qu'au bout de 4 ans, il se soit même parfois désintéressé ouvertement de son parti, de sa famille et des éventuelles conquêtes électorales qui auraient pu se faire à l'occasion des élections municipales, territoriales, départementales. Il se passe toujours rien, me paraît tout à fait inquiétant dans notre démocratie. Ce président est hors sol, ce qui est grave. Oui, Sophie de Menton. Alors je trouve intéressant, je partage une partie de cette analyse. C'est vrai que Macron à lui seul est président, que les Français le considèrent comme un président, qu'il a plutôt une bonne image malgré cette bérésina, ce qui est assez surprenant. Je pense que oui, ce parti est inexistant avec des gens incompétents, que oui, il est mal entouré. Et que je ne sais pas si c'est si grave. Je crois que les partis, on a eu la même soirée électorale que d'habitude. On a eu les mêmes discours. On a eu les mêmes. On n'a pas eu un entrepreneur sur les plateaux ou un lambda ou un citoyen. On a eu les mêmes promesses, les mêmes attentions, les mêmes accusations. C'est la faute de l'autre. C'était terrifiant alors que ça a changé. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif. Peut-être que les Français ne croient plus en l'État. Eh bien, ils ont raison de ne pas y croire. On vient de le dire tout à l'heure. Les choses sont lentes, les administrations paralysantes. On a eu l'État profond pendant qui a marqué les esprits pendant cette crise sanitaire. Et je me demande si c'est pas une réaction contre ça, car les législatives ne sont pas autre chose que la continuité de l'État. Donc les partis, ils n'y croient plus. D'ailleurs, ils n'y croient plus, y compris pour Marine Le Pen, qui est un parti comme les autres. Et il y a un changement, une tournure, un changement de mentalité. C'était une absurdité sans nom, je suis d'accord avec vous, sur le fait d'aller envoyer 5 ministres contre Xavier Bertrand. Enfin, c'est n'importe quoi. Non pas que c'est n'importe quoi de lutter contre Xavier Bertrand, c'est n'importe quoi de les enlever du boulot qu'ils avaient à faire. C'est honteux d'avoir le garde des Sceaux, alors qu'il y a tout à faire qui était ailleurs. Donc tout ça est à reconstruire. Oui, à reconstruire, mais comment? Comme vous dites, c'est l'examen de conscience de l'État. Le même discours partout. Mehdi Ouraoui. Bon, moi, je crois qu'on a vu hier soir quelque chose d'assez grave, mine de rien. C'est qu'on a vu ce que disait Sophie. Moi, je partage pas son obsession anti-État, mais je partage l'analyse qu'elle fait du fait qu'on a eu des plateaux de télévision qui ressemblaient en réalité à des plateaux d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans, alors que le monde a totalement changé et que la politique française a totalement changé. Et donc hier, ce qui était effrayant quand même dans les discours, c'est que moi, je veux pas revenir sur la gravité de l'abstention. Je veux revenir sur le fait qu'aucun parti politique n'en a tiré la moindre conclusion. Comme aucun parti politique n'avait tiré la moindre conclusion de la crise Covid, comme aucun parti politique n'a tiré de conclusion des Gilets jaunes, comme aucun parti politique n'a vraiment tiré de leçon de l'élection d'Emmanuel Macron et du fait que le Front National est désormais qualifié systématiquement pour le second tour de la présidentielle. Et donc, on a quand même... Ça pourrait changer, ça. Des espèces de marionnettes un peu mécaniques qui viennent en pilote automatique comme ça sur les plateaux de télévision débiter leurs trucs et qui ne réalisent pas que là on est dans le crash démocratique. Ça y est, on y est. Et donc, on se retrouve avec une situation qui, à mon avis, moi, je ne partage pas du tout l'avis des commentateurs qu'on entend depuis hier soir, et même depuis une petite semaine, là, une grosse semaine, selon lequel Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en très grande difficulté après cette élection. Moi, je ne crois pas du tout, parce que je crois que c'est une élection qui marque d'abord
l'implosion de la gauche woke, interdiction des sapins de Noël et réunions non mixtes. On voit bien que cette gauche-là ne fonctionne pas, qu'elle ne peut pas gagner une élection. Elle est enterrée par ces élections régionales et départementales. Non, elle a sauvé tous ses exécutifs. Elle n'est pas enterrée du tout. Parce que c'est pas du tout cette gauche-là. Je ne sais pas de quelle gauche vous parlez. Vous parlez de la gauche. Quand Carole Delga est élue à 60% chez elle, Carole Delga, elle est Charlie. Elle affiche des unes de Charlie sur la façade de son conseil régional. Elle est totalement contre les réunions non mixtes et elle dit qu'elle est laïque et républicaine. Donc elle n'est pas du tout sur la ligne qu'on entend aujourd'hui à ELV ou dans certains partis d'extrême gauche ou même dans une partie du Parti socialiste ou même chez Audrey Pulvar pendant cette élection. Ça n'est pas du tout cette gauche-là qui a gagné. Et personne n'a dit ça d'ailleurs. Il n'y a que vous qui le dites, mais personne n'a dit le contraire. Alors attendez, laissez terminer. Et je termine là-dessus, c'est que la droite se relance dans sa course de petits chevaux, très 5e République, totalement ringarde sur la présidentielle, on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris que la vie politique, où ils sont persuadés qu'il faut se lancer comme ça dans les petites primaires de la droite, etc. Ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, moi, mon analyse à la sortie de cette élection, c'est que les gens voteront à l'élection présidentielle pour des marques individuelles. C'est-à-dire que la politique est devenue un sport individuel, là où avant elle était un sport collectif. C'est-à-dire qu'on vote pour soi, pour ses intérêts, pour son identité, même de plus en plus. C'est un peu la politique McDo, c'est-à-dire venez comme vous êtes. Et je choisis au dernier moment dans l'isoloir la marque politique individuelle, la personnalité, la star qui correspond le mieux à mon modèle. Et donc, à ce petit jeu-là, les structures collectives que sont les partis qui sont démonétisés et qui doivent subir un passif collectif et un bilan collectif depuis des décennies sont, à mon avis, bien moins placées que des marques très fortes comme celle de Macron qui est totalement nouvelle. Absolument, tout à fait d'accord. Et une marque très ancienne qui s'appelle la marque Le Pen et qui, mine de rien, s'est installée dans le paysage. Donc le match de 2022, moi je le vois tout à fait entre un challenger qui est Le Pen avec une marque assez ancienne que les Français connaissent et la marque Macron qui va se battre pour défendre ses parts de marché. Moi, je trouve que parler de la présidentielle aujourd'hui est très présomptueux et très risqué et extrêmement risqué. Tirer des leçons d'une élection régionale me paraît assez hasardeux. Mais c'était pas une élection régionale, ils ont fait comme si c'était la base. Nicolas Corato. Oui, je peux rejoindre Mehdi Ouaraoui sur un constat qui est que, mais c'est pas nouveau, que dans ce pays, et comme dans d'autres démocraties occidentales, les électeurs, les citoyens deviennent des consommateurs. Et que d'ailleurs, on les assigne à ce rôle de consommation. Oui. Donc on a remplacé les citoyens par des consommateurs et finalement, on l'a bien vu, y compris au moment du confinement, la première des libertés qu'on nous a rendues, ça a été celle de consommer avant toutes les autres qui étaient bien plus fondamentales. Donc nous sommes dans une société où on tente de remplacer les citoyens par des consommateurs. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en dépolitisant la vie politique française, ne fait pas autre chose. Il n'y a plus d'enjeux politiques, donc il ne reste que des enjeux individuels. Et bien entendu, dans une élection, vous ne vous retrouverez jamais par rapport à vos besoins individuels, par rapport au programme. Vous ne serez jamais satisfait. Parce que le yaourt, il n'a pas été pensé en fonction de vous. Le projet de Clémentine Autain, le projet de Xavier Pécresse, il est pensé pour l'intérêt collectif et non pour des intérêts individuels. Donc il y a un peu le premier problème. Deuxième constat, ou sans nuance de ma part, les Français se sont imposés pendant ces élections régionales et depuis pas mal de temps, un régime censitaire à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font réélire les sortants par les notables. Alors, ça peut leur convenir. Moi, j'ai pas de difficulté à ça. Moi, je vais voter. Mais je considère que pendant de nombreuses années, les Français ont voté contre leurs intérêts. Et aujourd'hui, ils laissent les autres voter pour leurs intérêts propres. Je ne suis pas sûr que ce soit un très très bon calcul. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant des années, notamment les classes populaires ont voté contre leurs intérêts en votant pour des candidats qui ne défendaient pas au final leurs intérêts. Et puis aujourd'hui, ces classes populaires... Oui, c'est un avis, c'est une opinion. Mais je veux dire, ça veut dire quoi? Qu'ils sont trop bêtes? Vous dites que les classes populaires sont inaptes? Je dis que les classes populaires... Non, je dis que les classes populaires ont voté... RN ou communistes, ont voté de bonne foi pour des programmes ou des candidats qui n'ont pas été appliqués ensuite. Il n'y a pas que les classes populaires, enfin je veux dire... non, je parle des classes populaires, Valérie, je parle des classes populaires parce que concrètement dans cette élection, qui n'est pas allé voter? Les classes populaires. Tout le monde, les jeunes, personne n'a voté. Je voudrais terminer ma phrase. 3 Français sur 4 ne sont pas allés voter, Nicolas. Oui, mais
regardez dans les études qui sont parues depuis le premier tour, regardez la surreprésentation des abstentionnistes, des personnes venant des classes populaires. Il y a un sujet. Donc les personnes des classes populaires ne se sentent plus voter contre leurs intérêts jusqu'à présent et aujourd'hui, d'une certaine manière, ne se sentent même plus en capacité d'aller faire leur devoir de citoyen, ce qui pose un vrai problème démocratique. Dernière chose, pour moi, c'est aussi un échec des régions. Et peut-être un échec de la dernière réforme de décentralisation. Je pense que ces grandes régions sont ineptes, sont absolument pas concrètes pour les citoyens. On ne comprend pas même quelle est leur géographie. Il y avait 2 votes. Non. Pardon, regardez. Les régions. Mais déjà, regardez depuis la loi NOTRe, cette fameuse loi de décentralisation qui a été passée par la gauche, moi je le reconnais, qui est à mon sens une très mauvaise loi, qui a reconstitué des fiefs immenses avec d'immenses compétences, mais qui sont incompréhensibles, inacceptables, qui ne sont pas accessibles pour les citoyens. Donc effectivement, il y a aussi une question que la classe politique devrait se poser sur ce que devrait être la décentralisation demain. Ça, on n'en a pas du tout entendu parler hier soir. Tout le monde nous a dit on continue comme d'habitude, rendez-vous dans 6 ans et vous aurez le même scrutin pour les mêmes territoires complètement abscons pour les citoyens. Ça aussi, c'est à mon avis un sujet qui devrait être dans la balance. Et Maya a raison, elle dit on ne parle que des résultats des régionales, les départementales quasiment pas, on n'explique rien. Hier, quand j'ai vu chez moi où le RN ou le Parti Socialiste en départemental, j'ai été choquée, il n'y avait plus de choix. C'est vrai que le rôle des départementales, l'interaction avec les régionales, les partis différents, et d'ailleurs, effectivement, Valérie, rien n'a été expliqué. Et Valérie, je me permets juste d'ajouter, il y a eu énormément, le RN a perdu énormément de cantons dans les départementales. C'est un point qui n'a pas été beaucoup analysé ou étudié, mais il y a une vraie défaite électorale du Rassemblement national qui perd énormément de cantons et donc de conseillers départementaux. Mais ce qui interroge d'ailleurs sur les projections qui ont été faites jusqu'à maintenant pour l'élection présidentielle. On annonçait comme quasiment certains le duel, de sondage en sondage l'affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Moi, franchement, je trouve que cette abstention qui est historique et qui, à mon avis, n'est pas due simplement au désir des gens d'aller boire un café à la terrasse et d'être en vacances. Ça dit quelque chose d'extrêmement profond de l'électorat français qui ne se sent plus incarné ou regardé ou même écouté par la classe politique, mais y compris le Rassemblement national. On va en parler et ça, c'est un vrai sujet qui interroge. J'ai sous les yeux le tableau justement des départementales et du nombre de conseillers perdus par le RN, c'est absolument vertigineux. Tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Allez, le débat continue même pendant la pub. On est ensemble avec Sophie de Menton, Virginie Leguet, Nicolas Corato et Mehdi Ouraoui. Oui, un tableau qui explique le nombre de conseillers, le bilan du Rassemblement national en nombre de conseillers régionaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait 34 conseillers, ils ne sont plus que 17. Dans le Grand Est, 46, ils sont 33. Dans les Hauts-de-France, de 54, ils sont passés à 32. En Occitanie, de 40 à 28. C'est vraiment une chute très importante. Nouvelle-Aquitaine 29-26, mais le Rassemblement national a perdu énormément de conseillers départementaux et régionaux. Et la même chose pour les communistes qui n'ont plus aucun conseiller départemental. J'attends avec curiosité ce qui va être dit le week-end prochain à Perpignan où il y a le congrès du RN. Et je trouve que Marine Le Pen est dans une situation bien compliquée à la fois vis-à-vis de son mouvement, parce qu'elle a défendu contre une partie de ses troupes cette ligne de dédiabolisation très accentuée, et elle est en difficulté vis-à-vis de l'opinion publique qui peut-être lui dénie une forme de crédibilité. Donc je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, franchement je ne suis pas devin, mais je trouve que le résultat de ces élections régionales et départementales rebat les cartes d'une certaine façon. Mehdi Ouraoui. Oui, moi je pense que Le Pen n'a fait qu'une erreur en réalité ces derniers mois, c'est de parler hier soir et de parler il y a une semaine. C'est-à-dire qu'en réalité, elle aurait pu très bien rester dans la même posture de ne rien dire. Elle n'a pas polémiqué finalement sur le Covid. Elle n'a pas créé de polémique, disons, qui attaque sa posture présidentielle, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avec sa sortie complotiste sur Mera, etc. Et donc on voit bien que depuis 5 ans, elle n'a pas, en réalité, dégradé sa posture présidentielle. Mais si, probablement si. Mais probablement, on peut dire ce qu'on veut. Après, il y a les faits sont là quand même hier. Regardez, son électorat ne vient plus.
Mais exactement, et c'est là-dessus, et c'est mon point, c'est que d'abord, il y a deux choses. D'abord, il y a le fait que les sondages qui sont faits sur des panels qui ressemblent beaucoup plus aux gens qui vont voter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens à longueur de temps l'élection président, 5e République, et à la fin croire qu'ils vont voter pour monsieur Tartemuche dans le canton de je sais pas quoi. On s'en fiche. Les gens sont pas idiots, les citoyens sont pas des idiots. On leur dit en permanence que la seule élection qui compte dans ce fichu pays, c'est l'élection présidentielle. Donc à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter à l'élection présidentielle. Et donc on a bien vu à la dernière élection que ils se déplaçaient pour l'élection présidentielle, et même qu'ils étaient capables de renvoyer à la maison un certain nombre de grands partis politiques qui se partageaient le jeu politique jusque-là et de faire sortir un inconnu du chapeau. Et donc là, on voit bien qu'à la prochaine élection, ils voteront pour l'élection décisive en France, qui est l'élection présidentielle. Je vous trouve bien sûr de vous. Moi, je note que l'abstention ne cesse d'augmenter, qu'elle était déjà sensible. Qu'elle était déjà sensible aux élections législatives de 2017, qu'elle était importante aux municipales, qu'elle est extrêmement frappante. Attendez, si je peux juste terminer ma phrase. Non, parce que j'étais en train de parler. Si ça ne vous dérange pas, j'étais juste en train de parler. Je veux bien qu'on... Voilà, mais donc, simplement, moi, je me souviens des gens qui me répondaient exactement de la même façon il y a quelques mois sur ce même plateau, où Valérie, c'est important qu'on fasse un petit droit de suite, quand je disais, excusez-moi, mais les gens ont autre chose en tête que l'élection de M. Tartemuche aux élections régionales et départementales, et tout le monde faisait des gorges chaudes en disant « Ah, mais non, vous ne pouvez pas dire ça ». Sauf que c'est la réalité. La question, c'est quand on se demande si ses parents, ses grands-parents vont décéder dans un EHPAD parce que le Covid y est arrivé, on a autre chose à penser que de savoir si le Parti socialiste va réussir à se maintenir. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens... Vous êtes capable d'avoir une double pensée, non? Vous êtes capable de penser à... Je crois que ça peut occulter les choses quand même. Il y a des choses plus importantes que ça. Et je finis là-dessus. Simplement, il ne faut pas... Et c'est là-dessus que je rejoins Nicolas. C'est que les classes populaires ne se sont pas déplacées pour voter. Mais personne. Mais c'est vrai, vous avez raison que dans la sociologie. Ça vous dérange pas, je vais essayer de... Oui, mais dans la sociologie des gens qui ont voté, effectivement, c'est moins les classes populaires. D'accord. C'est surtout les plus de 55 ans. Et donc là, on a plutôt un électorat très formé, très éduqué, plutôt aisé, qui a voté pour des sortants. Donc c'est ce que disait Nicolas, plutôt des notables qui votent pour des notables et qui votent pour des sortants. L'électorat populaire pour l'élection présidentielle se déplace plutôt, évidemment il y a beaucoup d'abstention, mais se déplace plutôt, et l'électorat des jeunes également, se déplace davantage pour l'élection présidentielle que pour les autres élections. Ouais. Il y a fort à parier que les jeunes, qui sont mine de rien un assez fort bataillon pour Marine Le Pen désormais, et les classes populaires, qui sont un très fort bataillon pour Marine Le Pen désormais, auront un rôle extrêmement important à jouer dans quelques mois à l'élection présidentielle. C'est là-dessus que je suis. Nicolas Corato. Vous avez entendu comme moi Xavier Bertrand hier soir, qui a fait un discours très présidentiel et qui en appelle aux classes populaires et aux classes moyennes. Mais il cite bien les classes populaires comme étant dans la priorité de sa campagne électorale. Il a parlé des invisibles, des silencieux. Oui. Voilà, mais les classes populaires. Peut-être un point juste pour revenir sur le Rassemblement national. Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est qu'on voit que les idées que porte le Rassemblement national sont devenues, moi je le dis souvent, quasiment majoritaires dans ce pays. Et qu'on voit bien qu'il commence à y avoir un décrochage entre la progression des idées portées par le Rassemblement national et leur traduction dans les voix qui se portent vers le parti Rassemblement national. Donc il va y avoir une forme d'OPA, je pense, à venir sur ces idées-là par d'autres formations politiques. Ça a déjà commencé, bien entendu, c'est pas neuf, mais ça va s'intensifier parce qu'on voit bien que Marine Le Pen n'est plus quasiment en capacité seule d'assurer la représentation politique de ces idées. Donc je pense qu'il va y avoir une concurrence à la droite de Marine Le Pen, sur ces idées-là, mais également, entre guillemets, à sa gauche, c'est-à-dire à la droite des Républicains, qui sont très tentés d'aller chasser sur ces terres. Donc, je pense que Marine Le Pen est dans une situation assez défensive par rapport à son électorat et par rapport aux idées qu'elle porte. Est-ce que Xavier Bertrand est le candidat capable de mener cette campagne à droite dont vous parlez? Mais moi, je pense que... Alors, moi, je pense que oui. J'ai un avis très tranché sur Xavier Bertrand, mais ça n'engage vraiment que moi. Je pense que c'est le Alain Juppé de 2022. Mais donc, il va avoir droit à beaucoup de couverture. Le système va se mettre derrière. Et au final, j'ai peur qu'il fasse un maigre score au premier tour. Alors, mais il y a une chose, c'est qu'il a été un excellent ministre des PME, que c'est un homme de terrain, on le méprise, parce qu'il a été dans l'assurance. Mais j'ai dit que c'était sans nuance. On est déjà sur la présidentielle, vous vous rendez compte? Non, il demande si... Oui.
Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec Nicolas, avec une petite nuance pour le coup sur Bertrand en particulier, c'est que hier, moi ce qui m'a frappé, c'est que dans son discours, alors, il fait appel aux invisibles, aux déclassés, etc. D'ailleurs, ce qui évoque le discours de Jean-Marie Le Pen, qui avait fait ce virage vers les classes populaires au second tour de l'élection présidentielle. C'est un discours très maurassien d'ailleurs. Mais juste avec une petite nuance, c'est que je pense que Bertrand a tiré la notion de la primaire LR sur Juppé, et que hier, par exemple, il utilise des termes comme la dénonciation de ceux qui ont la haine de la France, qui est une chose qui est quand même plutôt nouvelle d'ailleurs chez LR, et plutôt en disant le RPR mainstream, le RPR classique. C'est rare quand même qu'il parle de ceux qui ont la haine de la France. Et hier, ça a été un élément fort. Mais il n'appartient pas à LR, Xavier Bertrand. Non, il n'appartient pas à LR. Oh, d'accord. Et ça sera la première fois que la droite, si elle doit s'en remettre à Xavier Bertrand, fera appel à un candidat qui a claqué la porte du parti il y a quelques années. Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est totalement vrai. Vous voyez comment on enjambe ces régionales et finalement on a du mal évidemment qu'on se projette sur la présidentielle, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais, c'est l'abstention. La réforme de l'État, point final, un objectif. Allez, on a beaucoup débordé. Je me fais engueuler. Pardon à André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.